C'est parti pour les interviews de l'IA, le rendez-vous de l'intelligence artificielle que vous suivez dans Smart Tech toutes les semaines, diffusé sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, autour de la table, François Cuny est avec nous, directeur général délégué, j'allais faire un petit raccourci, à l'innovation à l'INRIA. Bonjour, merci beaucoup d'être ici Attendez, présent. Je vous ai reçu il y a quelques temps quand vous arriviez à l'innovation de absolument. l'INRIA il y a quelques années. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un partenariat important que vous avez signé. Enfin, INRIA a signé avec Doctolib, une association en recherche. Je dois dire que ça a éveillé ma curiosité, donc j'espère que vous allez Plaisir. répondre à toutes mes questions et peut-être aussi à celles de notre autre invité, Mathias Léridon. Bonjour. Bonjour. Ravi aussi de vous recevoir. Vous êtes président associé de Tilder, cabinet de conseil en communication, et le co-auteur d'un ouvrage collectif, Intelligence artificielle, communication artificielle, qui était publié aux éditions Débat public. En fait, vous avez réuni plusieurs experts de la communication, des directeurs de com, et ensemble, vous vous êtes posé la question, avec cette irruption de l'intelligence artificielle, est-ce que finalement notre communication aussi va devenir artificielle ou va-t-elle rester humaine? Donc, ouvrage collectif que vous avez apporté avec vous, on va le montrer Voilà. à l'antenne, avec quelques signatures voilà, intéressantes que j'ai repérées, mais dont la vôtre. Alors dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, les responsables communication sont à bras ouverts avec l'intelligence artificielle ou au contraire très méfiants? Alors, je crois que d'abord, il n'y a pas que les dirigeants dans le monde de la communication, c'est l'ensemble des dirigeants qui sont face à cette problématique de l'intelligence artificielle. Il faut comprendre quelque chose, c'est que dans le monde de la communication, dans le monde du dialogue, il s'est passé deux tsunamis au XXIe siècle. Le premier tsunami, ça a été l'arrivée d'Internet. Pourquoi? Parce que ça a permis à chaque individu, alors chaque individu, que ce soit une personne morale, une entreprise, une association, ou que ce soit l'un de nous trois autour de cette table, de devenir en fait une entreprise multimédia mondialisée qui permet de diffuser du contenu gratuitement. Ouais. On a nos réseaux sociaux, on peut les balancer partout dans le monde, et donc on devient en fait une entreprise de diffusion, on devient un média qui permet de diffuser. Ça, c'était la On a première vu du coup révolution. émerger les influenceurs, Donc les par exemple, influenceurs, qui les font de réseaux la sociaux. communication. Alors, deux, trois éléments qui sont intéressants. Il y a 2 milliards de sites Internet dans le monde aujourd'hui, hein. Et globalement, alors c'est un peu différent d'un pays à l'autre, mais globalement, 70% de la population s'informe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que cette puissance de diffusion, elle crée en fait un comportement collectif, puisque Oui. en fait, on va moins vers les médias classiques, on va plus vers les réseaux sociaux. Ça a créé en fait un premier tsunami. Le deuxième tsunami, c'est l'intelligence artificielle, parce que une fois qu'on était chacun notre petite entreprise multimédia, après il faut quand même mettre du contenu. Donc ça veut dire quand même qu'il faut se mettre face à un écran, faire passer quelque chose, une photo, écrire, faire un texte. Avec l'intelligence artificielle, tout d'un coup, chacun d'entre nous peut devenir en même temps une entreprise de production industrialisée de contenu. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on avait la capacité de diffusion et maintenant on a la capacité de création Production. du contenu et de production du contenu. Donc c'est pour ça que nous, on s'est posé la question de se dire, quand on mélange les deux, il y a évidemment quelque chose de très fort et de très positif qui peut se passer, mais ça crée quand même un enjeu comportemental. Parce que C'est ça toute veut ma dire question, que c'est les professionnels de la communication, est-ce qu'ils abordent ce sujet en se disant: «Catastrophe, aujourd'hui n'importe qui est capable de produire de la communication comme nous», ou au contraire: «C'est génial, ça va être un nouvel outil, on va pouvoir encore plus, exprimer notre métier à travers, de multiples facettes et des alors, publics plus larges»? je vais pas dire les 2 et en même temps, mais je vais dire que effectivement il y a un enjeu et qui est un enjeu qui est un risque. Parce que la réalité, c'est que tout le monde sait ce que c'est qu'une usine à trolls, hein, c'est-à-dire ce sont des capacités en fait à diffuser de façon très, volumétrique des messages qui sont en général des fake news ou des messages de manipulation. Donc Mmh. évidemment, si on rajoute la production industrielle de contenu, on crée en fait un risque supplémentaire. C'est important, je prends un exemple par exemple dans le livre, quand on est chez Decathlon, 90% des attaques digitales chez Decathlon se font en dehors des heures de travail. Donc ça crée une problématique quand on est un responsable de la communication, c'est comment je gère en fait une attaque Ouais. massive qui est toujours en dehors des heures de travail. Alors que bon, a priori, les gens qui travaillent chez Decathlon pour gérer Donc ces attaques, communication elles de travaillent. crise. Donc une communication de crise qu'il faut complètement réorganiser. Ouais. Mais à côté de ça, la réalité quand même, c'est que l'intelligence artificielle, elle va permettre d'améliorer la communication. En fait, le vrai sujet, et je pense que tout le monde cet ouvrage collectif est d'accord, c'est une question fondamentalement d'éthique. Est-ce que la communication, est-ce que le contenu est un contenu qui a été généré par un être humain,
un individu ou est-ce qu'en fait il a été autogénéré Mais de alors façon c'est industrielle? aujourd'hui, c'est le grand jeu de tout le monde, c'est d'essayer de deviner, est-ce que ce que je lis est le produit d'une IA ou est-ce que c'est vraiment la personne qui dit en Exactement, être l'auteur exactement. Et qui l'a donc, écrit? c'est pour ça que d'abord, il n'y a pas une seule réponse à ça, mais parmi les réponses qui sont intéressantes, c'est cette espèce de certification et la non-anonymisation des contenus. C'est-à-dire que si le contenu, il est certifié et qu'en même temps, il n'est pas anonymisé, on peut penser que c'est le droit à la parole de chacun, hein, c'est un débat qui est ouvert, c'est un débat démocratique, on peut ne pas être d'accord avec un autre contenu, mais on sait que ce contenu, il est porté par une personne. Quand il n'est pas porté par une personne, c'est-à-dire qu'il est généré par l'IA de façon, j'allais dire, un peu artificielle, et qu'en même temps, il est anonymisé, là, tout d'un coup, on rentre dans la zone de chrysogène, c'est-à-dire dans la zone dans laquelle on peut se dire, si on multiplie les capacités de diffusion avec les capacités de production de contenu, là, tout d'un coup, on augmente, j'allais dire, la capacité de crise. Mais Moi, est-ce qu'un responsable de communication aujourd'hui doit être transparent sur le dosage, l'utilisation de l'IA qu'il a eu dans sa communication? Moi, je crois que c'est pas une vraie question parce que le dosage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est, par exemple, avec un correcteur orthographique, Hmm. c'est quoi le dosage de est-ce que je maîtrise l'orthographe ou non? Ouais. Moi, je pense que c'est un débat qui est un débat superficiel. La réalité, c'est qu'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer un message, une vidéo, une réponse à un client ou à un consommateur, si c'est fait avec des conditions éthiques sous un contrôle qui est humain et que c'est signé, c'est-à-dire que c'est certifié Assumé, et assumé, évidemment. Ouais. honnêtement, c'est une technologie de plus. Aujourd'hui, est-ce que c'est mieux de ne pas savoir complètement dessiner et d'avoir des palettes graphiques qui vont vous aider à être un bon dessinateur, même si vous n'êtes pas très bon dessinateur? Je crois que le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est une technologie supplémentaire. Un des éléments majeurs, et je pense que tout le monde est d'accord dans cet ouvrage sur le sujet, c'est la valeur du temps. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique, c'est que d'habitude, alors dans l'histoire de l'humanité, on en parlait avant le débat, il y a toujours eu des technologies qui ont transformé la vie des gens. Le seul sujet, c'est en combien de temps elles ont transformé la vie des gens. Et là, c'est vrai que pour l'intelligence artificielle, en quelques années, on va transformer de façon phénoménale Ouais. l'ensemble des activités humaines. Il n'y a pas une activité humaine qui ne sera pas touchée par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et l'évolution comportementale collective, j'allais dire des comportements, de la législation, de la régulation, de la manière d'éduquer les jeunes générations à ça, eh ben, elle ne va pas prendre exactement le même temps, parce qu'elle va prendre 5, 10, 15, peut-être 20 ans. Et donc, c'est vrai que cette valeur, cette tension sur la valeur du temps crée un moment de crise. Mais globalement, tout le monde dit l'intelligence artificielle, c'est un plus dans la communication, même si en face, on peut avoir un risque systémique de communication presque automatique. Ça, cette accélération, vous la vivez au quotidien, François Cudy, parce qu'à l'innovation, voilà, on a l'impression en fait que c'est toujours très très rapide et de plus en plus rapide. Je sais pas si c'est une impression. Je pense que c'est une impression et quand on parle d'intelligence artificielle, il faut bien se rendre compte que ça couvre extrêmement large Ouais. et que l'intelligence artificielle, on en fait depuis les débuts de l'informatique, parce que c'était de la manipulation des données et des algorithmes sur la manipulation des données. Là, on a une forme d'intelligence artificielle avec les modèles de langage qui nous permet d'être conversationnel et qui a rapproché le quotidien des gens, ce qui fait qu'il y a une compréhension, une appréhension et une adoption beaucoup plus rapide sur certains sujets. Mais je pense que c'est On un est sujet de tout le long temps terme dans et un on est quotidien. en permanence dans l'innovation. Ouais. Ce ne sera pas la dernière. C'est très important de le comprendre. La suite va arriver. Aujourd'hui, on est face à des questions, on l'évoquait, de comment on certifie, est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on a de la transparence, est-ce qu'on comprend. Demain, je pense, enfin, quoi qu'on arrive à faire sur le marquage, la certification, on aura des nouvelles intelligences qui vont corriger les défauts qu'on arrive à détecter aujourd'hui, qui feront qu'on n'arrivera plus à les détecter demain, et ainsi de suite. Donc ça va s'enchaîner. Donc je pense que le rythme est effréné, ça c'est sûr. Est-ce que ça s'accélère C'est Je ne toujours. saurais pas le dire. On est Je toujours saurais sur pas un le dire. rythme effréné, je suis Voilà. d'accord. Alors, moi, ce qui m'a interrogée, c'est la photo en fait de la couverture à un poussin sur un œuf. C'est pourquoi ce choix? Parce que je pense que ça interroge tout le monde. En se disant, qu'est-ce qu'on va Ah, faire? c'est les Qu'est-ce qu'on va, communicants, ça. qu'est-ce qu'on va C'est faire pour faire parler. de ce poussin avec des lunettes sur un œuf? Oui. Et en fait, l'idée, c'était justement de cet ouvrage, c'était de se dire, c'est pas un ouvrage universitaire, c'est pas un ouvrage technologique, c'est un ouvrage qui pose des questions comportementales. C'est-à-dire qu'en fait,
comment, moi, en tant que dirigeant, quand je suis directeur du service d'information du gouvernement, quand je suis directrice de l'éthique chez Orange, quand je suis directeur du marketing ou du digital chez Decathlon, Donc là, vous citez des auteurs d'ailleurs voilà, de cet ouvrage. comment j'aborde cette question de l'intelligence artificielle. Et donc, Alors, là, si on prend justement, alors Michael Nathan, donc directeur du service d'information du gouvernement, il nous dit l'IA nous emmène vers une communication augmentée, mais n'est pas synonyme d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que les limites aujourd'hui, elles sont là, parce que derrière, on a aussi Camille Chaise, par exemple, qui est l'ancienne parole du ministère de l'Intérieur, qui dit que l'IA n'est pas programmée, par exemple, pour l'expérience, l'empathie, alors que la com, c'est ça aussi. Oui, et d'ailleurs, ce que vous disiez tout à l'heure est très très intéressant. L'intelligence artificielle, nous, on a un problème lexicologique en français, c'est qu'on a traduit artificial intelligence par intelligence artificielle. Intelligence en anglais, ça veut dire en fait masse de données. Oui, c'est le pas renseignement. l'intelligence au sens lexicologique français, c'est brain, c'est pas intelligence. Absolument. Donc du coup, ça veut dire que au fond, quand on est dans l'étymologie de artificial intelligence, l'idée c'est on manipule une masse de données. La réalité, c'est qu'en fait, la dimension humaine, c'est-à-dire l'émotion, eh bien, elle ne sera jamais là si en fait il n'y a pas quelqu'un derrière qui utilise l'IA. Et donc, ce que dit Michael Nathan, comme ce que dit Camille Chaise, c'est de dire en fait, au fond, oui à l'intelligence artificielle, mais attention, elle sera jamais capable de générer, de comprendre l'émotion humaine. Il faut continuer à apprendre à faire de la com. Donc, oui, il faut continuer à faire en sorte que la communication parte d'abord des humains. Pas seulement avec les outils. On n'est pas dans un film de science-fiction. Alors, François Cuny, je voulais que vous nous parliez de ce partenariat de recherche que vous avez signé avec Doctolib. L'objectif, vous nous dites, c'est de faire émerger des modèles d'IA, alors évidemment fiables, sécurisés, souverains. Hein, on est avec voilà, des institutions, on va dire, françaises. Dans le domaine de la santé, pourquoi ce partenariat? Pourquoi être allé chercher, ou est-ce que c'est Doctolib d'ailleurs qui est venu vous chercher? Pourquoi ce partenariat avec Doctolib et autour de quel projet précisément? Alors pourquoi? Parce que c'est l'ADN d'INRIA. Dès le départ, INRIA a été mis en place avec... D'abord, c'était le ministère de l'Industrie qui était la tutelle de l'Institut en 1967. Et dès le départ, on a dit INRIA, c'est l'excellence scientifique et le transfert vers l'industrie. Ouais. La deuxième chose, c'est que ce transfert vers l'industrie, dont je m'occupe à INRIA, on le conçoit en tant qu'institut national, donc vers le tissu industriel national, européen, avec une idée que l'indépendance, l'autonomie, peut-être la souveraineté, sont des sujets particulièrement importants, surtout quand on est sur des verticales extrêmement stratégiques. Alors, dans les verticales stratégiques, on va avoir l'énergie, la défense, la santé, évidemment. Oui, mais par exemple, dans la santé, c'est pas forcément à Doctolib qu'on aurait pensé en premier pour travailler sur un projet de recherche en IA santé. Alors, dans la santé numérique, je pense que vous auriez... à des hôpitaux. Oui, on travaille avec les hôpitaux, on travaille dans un très très gros projet autour de la modélisation du cœur et du poumon avec Dassault Systèmes et l'ensemble des hôpitaux de France pour aider à la prévention, au diagnostic, et à des choses comme ça. Alors là, dans la santé numérique et dans le parcours... D'abord, vous l'avez dit, c'est ni eux ni nous qui nous sommes cherchés, c'est parce qu'on vit dans un écosystème et on vit en particulier à un endroit très particulier à Paris qui s'appelle le Paris Santé Campus, qui est un bâtiment qui héberge le monde académique, le monde industriel, le monde institutionnel autour de la santé numérique. On s'est rencontrés à cet endroit-là. Donc c'est peut-être une opportunité, une chance. Le campus, ça marche. Et voilà, le campus, ça marche. Et il n'y a pas que cet exemple. Donc oui, non, vraiment, c'est important de se voir, de se parler. La deuxième chose, c'est que Doctolib, vous n'aurez peut-être pas été le premier, mais dans la santé numérique, dans le domaine du parcours patient, de l'outillage des médecins pour le suivi des consultations et des choses comme ça, c'est quand même un acteur de référence. Et pour le coup, quand j'en parle... de rendez-vous. Enfin, on l'identifie sur le rendez-vous, pas sur les données de santé. C'est un acteur de rendez-vous vu de vous et moi, des utilisateurs. Mais en fait, son principal marché, ce sont les médecins. Il équipe le médecin dans ce qu'il appelle le système d'exploitation du médecin. C'est-à-dire que vous savez, votre médecin généraliste, il avait cette chance d'avoir l'historique de des rendez-vous avec vous, de vous connaître. Prescription. Maintenant, c'est stocké dans un dossier médical. Ouais. Et ce que veut faire Doctolib, c'est vraiment ce dossier médical. Nous, ça nous a transformé la vie parce que maintenant, on peut trouver un médecin de n'importe quelle spécialité très vite, plus vite qu'avant, ou en tout cas trouver ce qu'on ne connaissait pas. Mais en fait, le véritable enjeu pour Doctolib, c'est aux côtés des médecins de pouvoir aider dans le diagnostic,
parce qu'il connaît ses patients, et avec de l'IA, et c'est là où le partenariat avec INRIA intervient, on va pouvoir le connecter à des bases, celle-là anonymisées, donc mais d'informations parce que l'on sait que tel ou tel symptôme, telle ou telle chose déclare plutôt tel ou tel. Donc on va beaucoup plus vite dans le diagnostic, dans le parcours patient, qui est je dois enchaîner les rendez-vous avec tel et tel spécialiste, et une fois qu'on a compris la pathologie, je dois prendre telle et telle médication, et donc éventuellement changer de médication, même au cours du temps. C'est-à-dire qu'on va regarder vos symptômes au fur et à mesure du temps, ce qu'on ne pouvait pas faire sans l'intelligence artificielle, sans informatiser, sans stocker l'information, et changer la médication, et y compris dans la prévention et dans l'acception. Puisque la prévention, vous prenez aujourd'hui des rendez-vous sur Doctolib, j'évoquais tout à l'heure, demain, il est plus que probable que ce fameux rendez-vous que vous avez pris avec un médecin il y a 1 an, qui vous a dit « attention, dans 1 an, il faudra qu'on se revoie ou que vous alliez voir tel spécialiste », l'application puisse vous le dire. On oublie combien de fois on oublie un peu exprès, hein, mais combien de fois de se relancer, là, et ça va faire de l'acception aussi de la médication. Vous savez que c'est très, très, très compliqué pour des personnes sous forte médication de penser tous les jours à 18h ou toutes les 3 semaines, des choses comme ça. Donc là, il y a une mécanique. Tout ça va utiliser de l'intelligence artificielle. Il faut que ce soit éthique, il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit compréhensible, il faut que ce soit explicable. Donc c'est un outil sur lequel vous avez travaillé pour les médecins, qui va permettre de les aider à quoi? À faire des diagnostics plus complets, plus rapides, oui, d'orienter les ce sera à la fois pour les patients médecins et pour les patients. et pour les patients. Donc vraiment la partie diagnostique et initiale, c'est plutôt l'outil au service du médecin, comme on l'expliquait sur la communication. C'est un outil au service des communicants. Là, c'est vous avez de façon un petit peu plus exhaustive non seulement l'historique de votre patient et la comparaison à des bases de données qui fait que, avec votre connaissance académique, c'est toujours le médecin qui prend la décision. Oui. Il n'y a aucun problème, ça n'est qu'un outil, mais on va probablement un petit peu plus vite, on évite des errances, on détecte, vous savez, hein, souvent, détecter une maladie, c'est... Pour faire un outil d'aide à la décision sur quoi? Sur la prescription? Sur le diagnostic. parcours, Sur le diagnostic, je pense qu'à ce moment-là. Ensuite, on a le parcours. D'accord. Et donc là, le parcours, c'est on enchaîne quoi comme prescription, on enchaîne quoi comme nouveau rendez-vous, comme nouvelle médication. C'est du côté du médecin? C'est du côté du médecin, c'est également potentiellement du côté du patient. Je l'évoquais tout à l'heure sur des trucs très techniques. Ouais. On vous a dit qu'il faudrait que vous preniez Avec des rendez-vous, relances. ne l'oubliez pas, ou tiens, j'ai vu que vous aviez pris tel et tel rendez-vous, est-ce que vous avez pensé à faire votre check-up de machin? Ça peut être... Et puis sur l'acception et la prévention, là c'est plutôt du côté du patient. D'accord. Et ça veut dire que ça va se concrétiser comment? On va y avoir des applications qui vont naître? Alors les de ce applications, c'est partenariat? clairement Doctolib qui les porte et qui les développe. Nous, la façon dont on travaille, c'est qu'on met des chercheurs côté INRIA, aux côtés de chercheurs ou de scientifiques ou d'ingénieurs côté Doctolib, à travailler ensemble. On a lancé déjà 2 thèses sur des sujets de diagnostic et de prévention. Là, l'idée, c'est d'aller probablement beaucoup plus loin en mettant une équipe, un laboratoire commun de scientifiques qui vont travailler au quotidien Ça va sur être une durée équipe de moyen-long terme. Combien de personnes? Alors, nos équipes, traditionnellement, sont entre 5 et 20 personnes. D'accord. Quelques permanents, donc ce qu'on appelle les chercheurs permanents, et des doctorants, postdoctorants, qui sont plutôt des étudiants qui viennent pendant une durée, sur des durées relativement longues pour l'industrie, puisque nous, notre durée de vie, c'est la thèse, très traditionnellement, 3 ans. Donc là, ce sera plutôt 4 ans. Donc on amène aussi un acteur comme Doctolib à pouvoir s'engager sur du moyen-long terme, alors qu'on est dans un monde qui change très très vite. Et donc, on se force à faire des feuilles de route qui ont des impacts industriels avec des visées assez rapides. Et si on parle en termes de business, c'est quoi ce partenariat très concrètement? C'est un échange? Enfin, je veux dire, Alors, pour l'INRIA, c'est un investissement de donner des équipes qui vont travailler sur des peut-être futures applications ou développement produit. oui et non, parce que alors d'abord, c'est un partenaire, c'est très gagnant-gagnant. Hein, donc, oui, effectivement, un acteur comme Doctolib, il va pouvoir Ça, je vois bénéficier de la compétence. Et dans l'autre sens? Et dans l'autre sens, d'abord, nos chercheurs, ils sont extrêmement preneurs de données, de problématiques issues du monde réel. Ok. C'est vraiment le point de départ. Ils sont hyper contents quand ce qu'ils font a une application réelle. Et les vrais challenges très difficiles sont souvent beaucoup plus dans des interactions avec des utilisateurs que exclusivement derrière la paillasse ou derrière l'écran quand on les a tout seul. Donc c'est vraiment un avantage partagé. Non, on ne donne pas. On est un organisme public, c'est de l'argent public, on finance
normalement toutes nos équipes de recherche. INRIA, c'est 4000 scientifiques répartis partout en France. Donc, de toute façon, cet argent-là est investi. Il se trouve que là, on fixe les règles, d'abord de travaux en commun, le chemin sur lequel on a envie de travailler, les acteurs et notamment les scientifiques vous allez ont en envie de plus renforcer et les modalités voilà, et les modalités de ravis. transfert. On fixe les modalités de transfert. Si jamais il se passe quelque chose d'intéressant, eh bien, vous aurez accès à ces résultats, moyennant évidemment le remboursement de l'argent public dépensé, parce que on n'a pas le droit de sortir de ce schéma-là. Et oui, on développe un acteur potentiellement leader français ou européen, dans une dynamique non seulement bilatérale, mais on va retrouver la dynamique d'écosystème que j'évoquais avec le Paris Santé Campus, y compris pour Doctolib. Il ne se développera en tant que leader mondial que s'il a un écosystème de start-up, d'entreprises qui existe autour. Et INRIA accompagne très favorablement la création d'entreprises. On a un start-up studio dont on avait parlé dès le départ, il y a quelques années quand on s'était parlé. Aujourd'hui, c'est 50 entreprises, 50 projets d'entreprises qu'on accompagne chaque année. Donc pratiquement un quart sont dans le domaine de la santé numérique. Doctolib est très intéressé à nous aider à promouvoir, à ouvrir ses portes à ces futures entreprises, parce que souvent, Doctolib se voit comme une plateforme potentiellement. Et donc, ouvrir ses portes à des partenariats, voire à des rapprochements, mais après, les gens sont grands et ils peuvent discuter comme ils le souhaitent. Merci beaucoup, François Cuny, directeur général délégué à l'innovation à l'INRIA, et Mathias Léridon, président associé de Tilder, co-auteur donc de cet ouvrage Intelligence artificielle, communication artificielle. Point d'interrogation, beaucoup de retours d'expérience que je vous conseille à lire. On va s'intéresser maintenant aux compétences dans l'IA.